Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous pour ce quatrième webinaire d'un cycle de rencontres consacré à l'intelligence artificielle dans l'art et dans les industries culturelles et créatives. Une thématique qui gagne du terrain et qui atteint même de nouveaux publics. L'intelligence artificielle, eh bien, elle s'invite même sur le papier glacé en couverture de magazine du magazine Science et Avenir de ce mois de décembre 2020, l'IA au service de l'intelligence humaine. Un dossier tout entier qui se penche sur la question de la collaboration entre l'intelligence artificielle et le cerveau. Versalité versus constance en matière de prise de décision, plasticité contre spécialisation pour la faculté à s'adapter, intuition contre puissance pour l'analyse, erreur versus biais pour le raisonnement et j'en passe évidemment. Plus complémentaires qu'adversaires, ensemble, IA et cerveau nous promettent encore de belles étincelles. Et des interactions étincelantes, nous en avons également prévues pour la rencontre aujourd'hui. En Afrique et au Moyen-Orient, des pays francophones ont mené des avancées dans leur agenda IA. Quels sont les enjeux et les opportunités pour l'IA dans le secteur culturel de ces régions? Quels sont les acteurs les plus innovants? Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous nous pencherons sur le dynamisme de l'Afrique francophone en matière d'intelligence artificielle. Pour en parler, nous entendrons d'abord un petit mot d'introduction cuisiné par Marc Clairbois, délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris. Octavio Coulez, co-auteur du guide L'intelligence artificielle dans l'art et dans les ICC, publié par l'Organisation internationale de la francophonie en mai 2020 avec le soutien Wallonie-Bruxelles International, nous met à jour avec un petit tour d'horizon dont il a le secret. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Die Dia, experte en intelligence artificielle et directrice d'Aristar, qui est une start-up qui développe des solutions digitales autour de l'intelligence artificielle, diplômée d'un master en ingénierie informatique, spécialisation en mathématiques appliquées, chercheuse, entrepreneuse, professeure à l'université de Bombay en analyse et données IA, excusez du peu. Dia Die plaide pour une intelligence artificielle éthique, responsable et inclusive. Elle nous montrera entre autres comment cet outil favorise la sauvegarde des cultures locales, orales et musicales, et plus particulièrement au Sénégal. Mohamed Zoglami, consultant international en industrie créative africaine et le cofondateur d'AfriCup, un événement qui a pour ambition de rassembler les acteurs majeurs de la scène digitale du continent et de soutenir le secteur créatif numérique en Afrique. Il cofonde également Africa in Colors à Kigali, une plateforme qui vise à positionner l'Afrique sur le marché mondial en tant que continent créatif. Il reviendra sur le contexte de l'intelligence artificielle en Afrique, un contexte encore assez méconnu avec ses enjeux, et il nous présentera les projets culturels d'intelligence artificielle qu'il mène au sein de DigiArt Living Lab, le premier Living Lab tunisien qui est dédié aux arts numériques qu'il a ouvert à Tunis. Enfin, pour clôturer les festivités, nous accueillons Awa Gérard, présidente et fondatrice de la plateforme de streaming musical Dido. Elle va nous raconter la naissance de ce projet dont l'objectif est de valoriser les artistes africains, partie du constat que les grandes plateformes de streaming n'étaient pas ou peu disponibles en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et que les plateformes locales ne proposaient que des artistes locaux. Elle se lance dans l'aventure Dido avec un catalogue local et international disponible localement et internationalement. Si elle reconnaît qu'il est encore un peu tôt pour l'implémenter, elle souhaite intégrer l'intelligence artificielle, un atout pour la culture africaine et notamment dans le contexte de la reconnaissance vocale qui permettrait d'élargir encore l'accès au contenu. Et puis, un moment de questions-réponses est prévu en deuxième partie de webinaire et vous pouvez déjà inscrire vos questions dans le chat qui est dédié, le questions-réponses. On les lira tout à l'heure. Le webinaire est enregistré, il est disponible sur la chaîne YouTube de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, ainsi que sur la chaîne du réseau francophone de l'innovation. Je vous partagerai les liens dans le chat. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je vous invite à couper vos micros quand vous ne parlez pas. Et je cède la parole à Marc Clairbois, délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris. Merci Madame Six, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct ou celles et ceux qui, dans quelques jours, comme vous l'avez indiqué, auront le plaisir de nous suivre sur la chaîne YouTube de notre délégation générale ou sur celle de Finov. En guise d'introduction, peut-être pour me présenter en deux mots, donc en tant que délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris, je représente les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en France, à la fois pour le volet bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral, pour notre action que nous développons dans trois organisations internationales basées à Paris, l'UNESCO, l'OCDE et l'Organisation internationale de la francophonie. En ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, je tiens à souligner d'ailleurs que notre gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est membre à part entière de cette organisation. Et vous savez que c'est une organisation dans laquelle la présence africaine est très importante. Nous portons d'ailleurs une attention particulière pour notre coopération avec les pays francophones. Alors, ceci explique notamment pourquoi nous avons dédié ce webinaire aujourd'hui à ce thème. Pour soutenir cette action que nous développons en Afrique, nous pouvons nous reposer notamment sur un réseau diplomatique. Nous avons des postes de représentation à Tunis, à Rabat, à Dakar et à Kinshasa. J'ai moi-même d'ailleurs été en poste quelques années à Dakar, entre 2000 et 2004. Nous avons aussi un réseau d'attachés économiques et commerciaux. Notre coopération avec ce continent important concerne de nombreux domaines, comme notamment l'éducation, la culture, mais aussi des thèmes transversaux comme l'égalité homme-femme, ou alors des sujets comme la prévention de la radicalisation. C'est d'ailleurs à l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'a été créé le premier réseau francophone de prévention de la radicalisation, le réseau FrancoPrev. L'innovation est aussi une priorité de notre gouvernement. Nous soutenons notamment le projet de réseau francophone de l'innovation, FINOV. Donc, vous le savez, c'est un projet qui favorise le maillage entre les écosystèmes francophones. Il faut savoir que dans ce réseau, 2/3 des utilisateurs du réseau proviennent du à ce jour, ce sont plus de 600 lieux d'innovation numérique qui sont répertoriés, dont une grande partie d'ailleurs en Afrique. C'est précisément aussi pour contribuer à l'enrichissement de ce programme axé sur l'innovation francophone que nous avons décidé de soutenir la rédaction du guide sur l'intelligence artificielle que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Six, et d'organiser ce cycle de conférences. Je ne vais pas être trop long, je voudrais juste peut-être terminer cette brève introduction en soulignant que nous sommes également engagés à soutenir des initiatives de maillage entre écosystèmes innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives. Je pense notamment au parcours numérique francophone, ce parcours auquel participe au niveau belge le festival KIC de Namur et du côté africain, l'Africa Web Festival à Abidjan. En 2019, lors du festival KIC, nous avions d'ailleurs soutenu un volet entièrement dédié à l'art numérique africain. Bon, vous le savez, malheureusement, l'année 2020 n'a pas permis à ce festival de se tenir, mais je vous fixe déjà rendez-vous pour l'année prochaine et je suis sûr que ce continent africain et ses activités développées en Afrique auront toute leur place. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci encore à toutes celles et ceux qui nous suivent.
Et je cède bien volontiers la parole à Monsieur Octavio Coulège, que je remercie aussi et que je félicite également pour le brillant travail qu'il a effectué dans l'élaboration de ce guide. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Carrois. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un honneur d'être ici et de participer à ces webinaires. Je vous salue depuis Buenos Aires, depuis l'Argentine. Et bon, donc pour commencer, je vais juste prendre la parole pour 5-7 minutes pour présenter un peu la question de l'IA dans les pays du Sud, comment travailler sur cette question peut-être en Afrique, aussi dans le Moyen-Orient ou en Asie. Et c'est clair, c'est très clair que l'IA, l'intelligence artificielle, constitue une grande opportunité pour tous les pays, y compris pour les pays du Sud. Donc, que ce soit en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe, en Asie, il y a un bon nombre d'applications IA qui sont très positives et qui sont très utiles dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, l'éducation, la mobilité, les finances et bien sûr la culture, comme on le verra après. Cependant, il existe de grands enjeux. Et à mon avis, le plus grand enjeu, c'est la question de la fracture numérique. Mais c'est un nouveau genre de fracture numérique. Pourquoi? Parce qu'on était habitué dans le passé à penser la fracture numérique en termes quantitatifs, c'est-à-dire que ce soit au niveau national ou au niveau international. Si on pensait la fracture numérique, il fallait parler de problèmes tels que le manque d'alphabétisation numérique ou les déficiences d'infrastructures ou le manque de compétences techniques parmi les utilisateurs ou parmi les PME. Mais avec un bon investissement, on pourrait rattraper le temps perdu et donc combler le fossé et trouver des solutions pour cette fracture. Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on rentre ici dans le monde de l'exponentiel. C'est une nouvelle logique. L'intelligence artificielle change complètement la donne. Pourquoi? Parce que pensons à la loi de Moore, que vous connaissez sans doute, qui établit que la puissance de calcul des ordinateurs et en général des outils technologiques double tous les 18 mois. Ça, c'était la loi de Moore. Donc, un progrès graduel. Mais avec l'IA, chaque année, on fait des sauts technologiques qui ne sont pas quantitatifs, ils sont qualitatifs. C'est un ordre d'envergure non pas de doubler tous les ans, mais de multiplier par 100 ou par 1000 ou par 1 million de fois la puissance de calcul des années précédentes. Vous connaissez sans doute ce modèle de langage qui s'appelle le GPT-3. On en a parlé un peu lors du premier webinaire. C'est un outil développé par la startup, la jeune pousse OpenAI, qui permet de générer du texte, de toutes sortes de textes, que ce soit du texte naturel, par exemple des articles, des petits essais, même des poèmes, ou du code. Donc, avec l'IA, maintenant, je peux produire du code. Et peut-être un jour, on aura des intelligences artificielles, des machines qui pourront s'auto-coder, comme un robot qui se répare son propre bras. Alors, c'est pour ça que nous sommes dans le domaine de l'exponentiel. Donc, le futur ne sera pas une copie du passé. Alors, si on prend le GPT-3, par exemple, cette version 3, elle est plus de 100 fois plus puissante que la version 2 de 2019. Donc, c'est exponentiel, c'est énorme année par année. Et le problème, c'est que lorsqu'on travaille avec des modèles exponentiels, de sauts technologiques exponentiels, c'est que c'est très difficile à rattraper. Donc, 1 an d'investissement dans un écosystème IA, dans un pays du Nord, par exemple aux États-Unis, en Chine ou au Canada, en Europe continentale, sera très difficile à rattraper par les pays du Sud. Donc peut-être 1 an ou 2 ans d'investissement, bon, il sera nécessaire d'investir peut-être 5 ans ou une décennie pour être au même niveau après. Donc ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Et puisqu'on parle surtout de l'IA appliquée aux industries culturelles et créatives, je pense qu'il y a ici une double fracture. Ce n'est pas seulement une fracture numérique, comme on était habitué dans le passé, mais une fracture qui devient aussi créative. Vous savez que dans tous les manuels d'économie créative, on parle tout le temps
sur la créativité comme la chose la mieux partagée du monde, comme un peu comme disait Descartes à propos du bon sens. Donc tout le monde est également créatif. Alors un jeune artiste burkinabé a la même créativité qu'un jeune artiste mexicain ou français ou américain. Ça, c'était vrai jusqu'à l'apparition de l'apprentissage automatique, du machine learning. Je crois que cette nouvelle technologie de l'exponentiel permet, et c'est un peu ce qu'on a essayé de refléter, de dire avec Thierry dans le guide, avec Thierry Dutoit, c'est qu'un artiste qui a accès à des données abondantes, à des algorithmes performants, à des ordinateurs avec une bonne puissance de calcul, peut devenir 100 fois ou 1 million de fois plus créatif qu'un autre artiste qui est dépourvu de ces outils. Alors, ça change complètement la question de l'économie créative et de la diversité culturelle. Il y a maintenant un nouveau fossé, une nouvelle fracture qui est la fracture créative. Donc, un double problème qui est en quelque sorte le même problème qui affecte non seulement l'Afrique, mais tous les pays du Sud. Et à mon avis, c'est un enjeu sur lequel il faut travailler très, très fort. Et je suis sûr que mes collègues africains dans le panel auront beaucoup d'idées, de propositions pour penser quelles pourraient être les initiatives pour résoudre ce problème. Alors, bon, voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Dia. Alors, merci beaucoup, Monsieur Octavio Coulez. Merci, Madame Flora Six, pour l'introduction. C'est un réel plaisir de participer à cette série de webinaires avec aujourd'hui ce focus sur le dynamisme de l'Afrique francophone. Et bonjour à tous, à mon tour déjà. Donc, moi ce dont je vais parler, c'est d'abord des problématiques qui existent dans l'industrie créative et culturelle. Aujourd'hui, en interrogeant un peu quelques acteurs donc, du secteur culturel, on a quelques problématiques qui reviennent très souvent. Et en regardant un peu le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel de la politique économique et sociale donc sur le moyen et le long terme du gouvernement au Sénégal, on a ces problématiques aussi qui reviennent au niveau de ce plan. Donc la première, c'est l'accès au financement pour les porteurs de projets culturels. Aujourd'hui, les porteurs de projets culturels, en tout cas au Sénégal, ont un réel problème à accéder au crédit au niveau des banques. Donc ces porteurs de projets se tournent vers les subventions, vers les fonds étrangers ou bien vers des institutions comme la francophonie. Le deuxième problématique qu'on a, c'est la quantité et la qualité de la production culturelle. On a une production culturelle qui n'est pas assez et la qualité peut être améliorée clairement. Le troisième, disons, problème qu'on a, c'est les droits de la propriété intellectuelle et artistique et la piraterie de manière globale. Il y a quelques mois à Dakar, on voyait partout des annonces, enfin des panneaux sur comment sensibiliser, entre guillemets, la population sur les impacts de la piraterie sur les artistes. Et le dernier problème qu'on a et qu'on entend souvent des acteurs, donc des porteurs de projets culturels, c'est par rapport à l'organisation et la formalisation. Donc, on a un secteur culturel qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré comme il faut, et on a un secteur qui reste quand même assez informel, avec des acteurs qui ne sont pas formés. Donc, du coup, ces problématiques qu'on a au niveau du secteur culturel, l'idée, c'est de voir comment l'IA pourrait apporter une solution par rapport à ces problèmes. Mais avant cela, c'est de voir aussi quelles sont les opportunités qu'on a en Afrique. Quel est le dynamisme aujourd'hui, en tout cas au niveau du Sénégal que je connais mieux. Juste un point peut-être à soulever, c'est que le secteur informel peut être un problème, mais ça peut être aussi une opportunité. On a vu au Nigeria, par exemple, bon, ce n'est pas un pays francophone, mais au Nigeria où le secteur informel a permis la naissance en fait ce qu'on appelle le Nollywood. Donc le Nollywood qui montre, donc déjà le nom même montre l'importance du cinéma au Nigeria. Et on sait qu'aujourd'hui le Nigeria produit chaque année 2500 films avec un public qui est estimé à 150 millions de spectateurs. Donc Nollywood au Nigeria, c'est la deuxième source d'emploi du pays. Donc si on revient au Sénégal, dans l'industrie cinématographique au Sénégal, on voit que ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements.
l'industrie bouge. Le public sénégalais s'intéresse à la production locale et les thèmes qui sont abordés au niveau de l'industrie cinématographique sont, disons, adoptés, donc que ce soit par le public sénégalais ou bien dans la sous-région. On réussit même aujourd'hui à exporter certaines productions, donc au Mali ou bien en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce à des entreprises, donc des sociétés de production audiovisuelle qui ont pu travailler à l'exportation du Made in Sénégal. Donc, l'autre élément intéressant qu'il faut aussi souligner en termes d'opportunités, c'est qu'on a un secteur privé qui s'intéresse aujourd'hui à la production locale. Donc, je pense à Canal+ aujourd'hui. Et donc, du coup, ce sont des points, en fait, c'est des forces sur lesquelles il faut s'appuyer. Le dernier point qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que la culture peut être considérée comme un vrai levier de développement dans nos pays si elle est bien organisée, structurée et avec les financements qu'il faut. Donc, on a le Fonds international pour la diversité culturelle, qui est un fonds volontaire qui est constitué de plusieurs donateurs et qui a été créé en 2010. Et dans ce fonds, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on investit dans ce fonds, on contribue à la création d'un environnement favorable. Donc, pour les entreprises, grâce au développement de politiques publiques. Et donc, une industrie créative, donc dynamique, peut contribuer à hauteur de 10% au niveau du PIB d'un pays en développement. Donc ça, c'est intéressant quand même à souligner. Et après avoir, disons, posé le décor par rapport aux problématiques qu'on peut avoir dans le secteur de manière globale et les opportunités qu'on a aujourd'hui au niveau de ce secteur-là, on va essayer de voir comment l'IA est, disons, accessible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser cet outil pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Mais par contre, il faudrait qu'on puisse répondre à certaines conditions. Et est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on arrive à satisfaire ces conditions? Donc, l'IA, quand on parle d'IA, pour moi, ça reste assez général. Donc, l'IA, on a de l'apprentissage, on a la robotique, on a tout plein de sous-domaines. Et il faut en fait préciser que le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'apprentissage automatique. Et dans l'apprentissage automatique, on a besoin de données, d'une grande quantité de données. Je suppose que dans les webinaires passés, on a dû parler de cette importance d'avoir les données qu'il faut en fait pour pouvoir faire de l'IA, mais ça ne coûte rien de le rappeler. Donc, il faut une grande base de données. Et aujourd'hui, les chercheurs, les experts du domaine ont mis en place en fait des algorithmes, donc des architectures qui permettent d'utiliser l'IA. Il y a quelques années, on n'avait pas forcément cette opportunité-là, mais aujourd'hui, on a des choses qui existent, qui marchent comme il faut, même si au niveau des algorithmes, parfois, on n'est pas capable d'expliquer exactement ce qu'ils font, ils arrivent quand même à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, on a l'architecture, les bases de données pour faire de l'entraînement, et derrière, donc, les modèles qu'on peut utiliser pour utiliser l'IA. Donc, l'architecture existe et l'architecture est accessible. Derrière, ce qu'il faut souligner, c'est que les biais humains peuvent être intégrés au niveau des outils d'IA. Donc, on a des données qui ne sont pas forcément représentatives de notre population ou bien de ce qu'on veut faire. L'exemple, par exemple, que je trouve intéressant, c'est cette notion d'inclusivité, par exemple par rapport au genre ou bien inclusivité culturelle. Enfin, peut-être un exemple plus parlant. Aujourd'hui, quand je veux utiliser Google Traduction pour traduire un texte que j'ai en Wolof, donc le Wolof, c'est la deuxième langue au Sénégal. Donc, au Sénégal, on parle le français. On a une deuxième langue nationale qui est le Wolof et qui est parlée par pratiquement tous les Sénégalais. Donc, si je veux faire de la traduction en utilisant Google Traduction aujourd'hui, avec du Wolof, je ne peux pas. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas la base de données représentative de tous les mots, enfin, avec tout le lexique, le corpus Wolof pour pouvoir faire de la traduction en Wolof. Et donc, ça peut poser problème en termes d'inclusivité. Donc, que ça soit inclusivité culturelle ou inclusivité par rapport aux gens. Donc, l'importance des données et l'existence et la présence des données. Parce qu'aujourd'hui, l'autre frein qu'on a aussi, c'est que la donnée n'existe pas, en fait. On n'en a pas. Donc, même si on a des politiques, je pense au plan, par exemple au Sénégal, au plan numérique 2025 qu'on a, qui sont en train de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir
avoir les données nécessaires qui nous permettent derrière de faire de l'IA, le manque de données, l'absence de données reste quand même un frein aujourd'hui. Une autre condition qu'il faut satisfaire pour pouvoir faire de l'IA et répondre à ces problématiques, c'est les puissances de calcul et les capacités de stockage. Aujourd'hui, au Sénégal, on a acquis quand même un supercalculateur, ça fait pas longtemps. Donc, le gouvernement a acquis un supercalculateur. Je pense qu'en Côte d'Ivoire aussi, ils en ont un. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir améliorer les choses et pouvoir rendre l'outil IA accessible. Un autre élément, je pense, qui est important de rappeler, c'est la législation. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place tout plein de choses, mais il est important aussi qu'on puisse encadrer l'utilisation de cet outil et qu'on puisse protéger les consommateurs surtout. Dernier élément important aussi, c'est la formation. C'est-à-dire que déjà, dans le secteur culturel, on voit que beaucoup d'acteurs ne sont pas formés, mais en plus de ça, il est important en fait d'avoir cette formation pour pouvoir utiliser l'IA, même si aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont un peu du drag and drop, donc du coup, l'utilisation de l'IA est devenue beaucoup plus simple qu'avant, mais il faut aussi noter qu'il y a une formation à mettre en place. Au Sénégal, dernièrement, 2-3 dernières années, il y a eu dans l'enseignement donc privé et public pas mal de masters autour de la big data, de l'intelligence artificielle. Et donc, ça montre un peu aussi que les choses bougent, en fait, et que les gens, en tout cas les gouvernements, prennent conscience que l'outil arrive et qu'il faut être prêt, en fait, pour pouvoir accueillir l'IA de manière globale. Alors, donc, rapidement, pour juste souligner qu'en fait, que l'IA permettrait de résoudre donc, le gap qu'on a. Donc, il y a un gap important au niveau du secteur culturel et elle permettrait de fournir en fait une opportunité de redistribuer les cartes et de manière assez rapide. Donc, juste pour revenir par rapport à la problématique et surtout la problématique de la quantité et de la qualité de la production culturelle, j'ai vu que dans les présentations des webinaires, des exemples, en fait, des solutions qui permettraient tout simplement de répondre à nos problématiques. Je pense à l'idée de téléverser notre voix pour entraîner la machine et écrire un texte automatique, par exemple, d'utiliser la voix pour lire le texte, notamment pour les productions de films ou bien les livres audio. Aujourd'hui, vous avez au Sénégal des auteurs comme Boubacar Boris Diop qui écrit donc des livres en Wolof et donc ça serait intéressant d'avoir ces livres audio, de pouvoir garder donc ces livres pour les autres générations par exemple. On a la solution du traitement automatique de langage donc pour rédiger les articles, mais aussi des comptines, je pense aux plus petits. Aujourd'hui au Sénégal par exemple, la majorité des gens parlent Wolof. Et les enfants, la première langue parlée par les enfants, c'est le Wolof, avant d'aller à l'école à l'âge de 3 ans. Donc, en fait, ça serait intéressant de pouvoir, du coup, rédiger des comptines automatiquement en Wolof pour ces enfants-là. Et enfin, peut-être le dernier point qui est intéressant, c'est qu'au Sénégal, on a des startups aujourd'hui qui travaillent, en fait, pour résoudre ces problématiques liées, disons, à l'inclusion culturelle. Je pense à la start-up Bantou, donc, qui est en train de travailler sur un traducteur vocal du Wolof, mais ça serait intéressant de le faire. Donc, on parle du Wolof, du Sérère, du Diola, du Pulaar, donc c'est d'autres langues nationales qu'on a. Et donc, ça permettrait en fait de ne pas laisser les gens sur le bas-côté. L'autre, peut-être des initiatives, c'est plutôt au niveau des universités. En fait, ici, l'IA est plutôt exploitée par les chercheurs dans les universités que par le privé. Même si au niveau du privé, il y a des grosses entreprises donc, qui ont assez de données pour le faire, qui exploitent l'IA, mais ça reste quand même assez timide par rapport aux chercheurs au niveau du public. Donc, juste peut-être pour conclure rapidement, aujourd'hui, le Sénégal a une position, je dirais, défavorable sur le plan du numérique, même si on a un plan Sénégal numérique et qu'on essaye d'améliorer les choses. Et en fait, pour pouvoir faire de l'IA correctement
et apporter une réponse aux problématiques qu'on a, que ce soit dans le secteur culturel ou bien dans d'autres secteurs, il est important en fait de se mettre à jour sur le plan numérique d'abord. Donc de régler les problèmes d'infrastructure, de connectivité, de formation du capital humain. Donc d'abord de régler ces problèmes avant de pouvoir en fait faire correctement de l'IA. Mais tout en soulignant le fait que en fait l'IA permettrait de régler ces problèmes et de résoudre le gap. Et en fait, il ne faudrait pas surtout qu'on rate ce coche-là. Donc, je passe la parole à M. Mohamed Zoklami. Merci beaucoup, Dié. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Merci à la délégation générale wallonne, donc Bruxelles, pour avoir organisé donc cette série d'événements qui est à mon avis très très importante donc sur l'IA. Puisque on parle très très peu et moi ça fait des années que je travaille sur la partie francophone sur les industries créatives. Pour me présenter très rapidement, moi j'ai investi dans une école qui est en Tunisie et c'est pour répondre un peu à Dié. Nous sommes la seule école aujourd'hui francophone à former au métier de tout ce qu'on appelle les métiers créatifs numériques. C'est-à-dire tous les métiers qui sont liés aux jeux vidéo, à l'animation, à la 3D, effets spéciaux. Nous sommes les seules écoles. En 10 ans, on a formé plus de 15 000 jeunes. On reçoit pas mal de jeunes qui arrivent d'Afrique subsaharienne. On a formé donc plus de 15 000 avec à peu près 95% de jeunes qui ont trouvé un emploi à la sortie de l'école. Donc, on a créé tout un écosystème créatif et aujourd'hui, ce sont même des studios étrangers qui viennent s'implanter en Tunisie autour de l'école pour pouvoir travailler. Un exemple, on a une société qui fait des effets spéciaux qui travaillait sur les plus gros blockbusters américains et qui a travaillé sur une série emblématique qui est la série Game of Thrones. Une partie des effets spéciaux ont été faits en Tunisie, personne ne le sait, et ce sont des jeunes qui ont été formés chez nous. Donc ça, c'était pour un peu la partie introductive. Je suis aussi cofondateur d'Africap. Pourquoi je parlais de l'école? Parce que dans l'école, on a créé un Living Lab, qui est le seul Living Lab aujourd'hui africain et arabe, à travailler sur des expérimentations liées aux industries créatives, notamment à l'intelligence artificielle. Et je vous expliquerai un peu ce qu'on a fait à peu près à la fin. Mon compte rendu, donc, il est plutôt pour donner un aspect plus global de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, puisque j'ai participé à pas mal de webinaires et je me suis aperçu qu'on n'avait pas une idée vraiment concise de ce qui se passe aujourd'hui au niveau africain. Ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique, c'est quand même le continent avec le plus grand nombre de pays. C'est là où il y a la plus grande diversité culturelle, linguistique, raciale. C'est aussi celui qui regroupe les nations qui sont, hélas, les moins connectées, qui connaissent des problèmes, qui connaissent des problèmes au niveau de l'infrastructure, qui sont vraiment essentiels pour le développement de l'IA, que sont la connectivité, l'électricité, les data centers. Mais c'est un continent qui est riche aussi par ses ressources naturelles, mais aussi par la diversité de sa population, et par sa jeunesse digitale native qui est hyper connectée et qui le rend également riche en ressources de données. Moi, je me souviens d'une allocation du PDG d'Orange qui expliquait que ces 5 dernières années, le taux de data chez Orange avait été multiplié par 20, ce qui est colossal. C'est vraiment quelque chose auquel on n'a jamais assisté sur un autre continent, par 20. Donc, et c'est vrai que l'IA fascine tout en suscitant des craintes, c'est tout à fait normal. Et comment on peut développer une technologie qui demain risque de coûter des emplois, alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on est incapable d'offrir des emplois décents à des millions de gens. Donc, et à tous ces millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment une problématique. D'un côté, on voit des annonces un peu partout à travers le monde, ces startups qui réussissent, ces projets qui naissent, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'Afrique? Qu'en est-il de l'Afrique? Et on a une petite idée, parce qu'il y a une fondation qui s'appelle la fondation Oxford Insight, avec le Centre de recherche pour le développement international, qui publie chaque année donc, un index sur l'évolution de l'intelligence artificielle dans le monde, et notamment en Afrique. Cet indice regroupe à peu près 194 pays, et on sait que les 20 premiers pays, donc c'est même pas la peine de chercher, sont trustés par les pays occidentaux. Le premier, c'est Singapour. Après, on a le Royaume-Uni, on a l'Allemagne, les États-Unis. Et dans tout ça, l'Afrique. Le premier pays africain, l'année dernière, en 2019, était le Kenya. Il arrive à la 52e place, ce qui n'est pas mal, donc au niveau africain. Puis on a la Tunisie à la 54e
place, l'île Maurice, 60e, l'Afrique du Sud, 68e. On a le Ghana à la 75e place, le Maroc à la 80e, l'Ouganda, 91, le Sénégal, 93, si mes souvenirs sont bons, et je crois que l'un des derniers, ça doit être le Rwanda, 94. Donc, ce qui veut dire que sur les 100 premiers, on arrive à avoir trouvé quand même, sur 100 premiers, 12 pays africains. Et sur les 12 pays africains, on a quand même 5 qui sont francophones. Donc, ce qui est dans le lot, qui n'est pas mal. Donc, on voit que l'Afrique connaît quand même un retard sur l'IA, mais néanmoins, l'indice nous laisse quand même quelques espoirs. Et la question est de savoir si aujourd'hui, au train où vont les choses, l'Afrique pourra suivre ce rythme effréné qui était imposé donc, par les autres grands pays occidentaux et asiatiques, et si cette IA qui semble promettre donc un monde meilleur, plus équitable, ne va pas, à un moment ou à un autre, finir par nous échapper et nous rendre invisibles, transparents sur l'échiquier mondial. Et il y a un proverbe africain qui dit « En Occident, vous avez la montre, et en Afrique, on a le temps. » Et justement, et moi je le pense que malgré les défis qui attendent la plupart des gouvernements, des institutions africaines, ont quand même pris conscience de la nécessité de l'IA dans la croissance et notamment dans le cadre du développement des objectifs de développement durable. Et si l'IA est au cœur des stratégies de développement, elle l'est d'autant plus dans le cadre du développement de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et ça, c'est très, très important parce que l'industrie 4.0, aujourd'hui, aucun pays africain ne veut rater cette industrialisation, cette étape. Donc, on sait qu'on a raté la précédente industrialisation, l'industrie 4.0, on ne veut pas la rater. Et l'IA est partie intégrante dans cette industrie 4.0. Et la transformation du numérique du continent, elle va dépendre aussi de ça. Donc, ça devient une thématique centrale pour les gouvernements et pour les entreprises africaines. On le sait à travers des études qui ont été faites que les entreprises africaines, la plupart sont conscientes des enjeux et des problèmes. Donc, il y a des stratégies nationales, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et notamment, on le voit à travers la ZLECA. La ZLECA, c'est la zone de libre-échange africaine qui va se mettre en place en janvier 2021 et qui va être un véritable catalyseur, un tremplin. Pourquoi? Parce que la plupart des pays qui sont peut-être un peu plus en avance au niveau de l'IA vont, à travers cet échange, puisqu'il ne va plus y avoir de frontières, la ZLECA, c'est un peu comme le marché unique européen, ça va permettre donc à certains d'avoir des échanges de savoir-faire, et cette transposition-là, elle va permettre à chacun peut-être de rattraper son retard. Du moins, c'est ce que je pense, et je le souhaite. Donc, cela va encourager la coopération. Et on le voit déjà aujourd'hui avec la mise en place de nombreux événements. On le voit par exemple avec l'association Afria, puisque Afria est une association francophone qui travaille sur l'intelligence artificielle. Mais pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Didier, on a aussi beaucoup d'universités, de centres de recherche actuellement qui se mettent en place, comme le Master africain d'intelligence artificielle qui a été créé à Kigali, afin de préparer donc les jeunes à la révolution de l'intelligence artificielle. On a une école qui est en train de s'ouvrir au Maroc, à Fès, dans le cadre de la faculté Euromède, qui va initier l'intelligence artificielle. On a l'Institut Rumila qui est au Ghana. Donc, de nombreux pays également ont introduit l'IA dans leur cursus universitaire. Il y a énormément d'innovation de lab qui travaillent partout à peu près en Afrique. Et si je prends l'exemple de la Tunisie, puisque comme je suis franco-tunisien, on a 2 pôles en Tunisie, et c'est ce qui explique aussi le positionnement de la Tunisie en 2e place africaine, c'est que la Tunisie, avec Sousse, ils ont créé un pôle sur l'intelligence artificielle et la robotique qui est très très important parce qu'on a des startups de robotique qui sont quand même considérées comme les meilleures en Afrique, et Enova Robotique en est un exemple, parce que c'est la seule startup aujourd'hui au niveau arabe et africain qui est capable de vendre des robots à l'international. Donc, et on a un autre pôle qui est à Sfax qui travaille, lui, sur l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi tout un potentiel qui a été mis en place par les GAFA, donc que ce soit Google au Ghana, que ce soit Facebook, que ce soit IBM un peu partout. Donc, on voit émerger donc aujourd'hui des laboratoires, on voit émerger des centres de formation. On a des programmes aussi d'intelligence artificielle qui ont été nommés par le programme d'intelligence artificielle pour le développement en Afrique, l'IAPD.
et c'est un programme également qui vient pour tout ce qui est formation à l'intelligence artificielle. On a également, c'est un programme qui est mené par une agence canadienne et par l'agence suédoise. Donc, ils ont lancé, et ça a été hier, ils ont lancé leur nouveau programme à partir de hier, donc l'IAPD. Donc, c'est très important parce qu'ils ont tout un programme de formation et d'accompagnement dans l'IA en Afrique. On a une autre initiative aussi qui me semble très, très importante, c'est celle qui est menée par l'UNESCO. L'UNESCO, avec le Maroc et l'université Mohamed VI, Polytechnique de Mohamed VI, donc on crée un réseau qui s'appelle Excellence Africa et qui regroupe une vingtaine d'universités africaines avec aussi cet objectif d'aller et de prioriser vers l'intelligence artificielle. L'UNESCO a également créé avec Ericsson une plateforme pour enseigner aux jeunes, donc l'IA. Et ce qui est très important, et c'est une conférence à laquelle j'ai assisté hier qui était très importante, c'est l'UNESCO aujourd'hui a mis en place un centre avec le Centre international pour l'innovation et de l'enseignement supérieur, qui est un centre chinois, a mis en place tout un programme de formation et d'accompagnement de l'intelligence artificielle dans 20 universités africaines. Et donc, on voit qu'il y a déjà ces programmes, ces formations qui se mettent en place. Ce sont des formations, ce sont bien sûr soit des pays comme la Chine, soit des grands groupes comme les GAFA qui mènent un peu la danse. Après, on a quelque chose qui est très, très intéressant dans le cadre de la coopération, dans le cadre du développement sur l'IA. C'est, on a par exemple une start-up tunisienne qui est considérée aujourd'hui comme la plus performante au niveau africain, la plus intéressante. C'est une start-up aujourd'hui qui se classe dans les 20 premiers au niveau mondial. Elle s'appelle Instadeep et elle fait partie, elle a signé il y a une semaine avec le laboratoire allemand qui travaille sur le médicament, le vaccin Covid biotech. Ils ont signé un accord parce que Instadeep est spécialisé dans toutes les analyses de data au niveau de la médecine. Et donc, cette start-up tunisienne aujourd'hui, elle est très intéressante parce qu'elle a créé avec Google un hackathon africain. Et l'année dernière, ils ont accueilli plus de 1000 participants à Tunis à ce hackathon africain. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ils sont à l'origine aussi d'un forum qui s'appelle le Deep Learning Indaba. Et l'année prochaine, ce forum se fera aussi en Tunisie. Je crois que c'est en mars 2021. Et le forum Indaba, c'est vraiment tous les jeunes qui travaillent, tous les chercheurs, tous les jeunes qui travaillent sur l'intelligence artificielle se retrouvent dans Indaba. Il y a une autre communauté aussi qui vient compléter un peu tout cela, qui s'appelle Zindi, qui regroupe la communauté africaine. Elle est surtout anglo-saxonne, on ne voit pas beaucoup de francophones là-dedans. Et eux travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle et les sciences à travers de nombreuses plateformes, de nombreux hackathons. Il y a de nombreux webinaires. Si vous cherchez Zindi, vous allez trouver énormément de choses sur eux. Et puis, on a une initiative aussi qui s'appelle Black in IA. Donc, c'est une communauté aujourd'hui qui compte à peu près plus de 2000 à 3000 chercheurs. Ça dépend, ce sont des passionnés par l'IA. Beaucoup viennent de la diaspora et ils sont en train d'aujourd'hui de mettre en place beaucoup de programmes. On a aussi une autre initiative qui s'appelle PACET, qui est le partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées et ingénierie technologique, qui, elle aussi, est en train de travailler pour la formation et pour expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Mais, à mon avis, la structure aujourd'hui et l'événement le plus important aujourd'hui en Afrique au niveau de l'IA, c'est quand même l'AI Expo Africa, qui se déroule en Afrique du Sud et qui regroupe aujourd'hui plus de 4000 membres. C'est une communauté qui est très importante, qui regroupe pratiquement tous les grands acteurs de l'IA mondiaux, se retrouvent chaque année à Cape Town. Et ça, c'est très, très important. Et malheureusement, toutes ces initiatives sont anglo-saxonnes ou du côté anglo-saxon. Du côté francophone, comme je le disais tout à l'heure, il y a Afria, donc cette initiative avec le siège qui est au Togo, donc qui parle de la francophonie numérique, de l'IA au niveau de la francophonie numérique. Mais on a essayé, nous, au sein d'AfriCup, donc l'événement dont je suis cofondateur, de soutenir une initiative qui s'appelle l'Africa Tech Tour, qui est une initiative qui crée des hackathons d'intelligence artificielle dans 15 pays francophones. Et donc, ils se réunissent dans 15 capitales et tous les 15 jours à peu près, donc ils font durant une semaine un hackathon. Et chaque hackathon, je vous l'assure, réunit pratiquement plus de 3000 personnes. Et moi, avec mes partenaires, on a décidé que chacune de ces startups
qui était révélatrice un peu de la mettre en avant et de l'inviter en Tunisie lors de l'Africa pour lui faire rencontrer donc d'autres startups internationales qui travaillent sur l'IA, mais aussi leur permettre de rencontrer des mentors, des investisseurs. Et donc, normalement, l'année prochaine, je devrais recevoir 15 startups donc, qui sont dédiées et qui travaillent là-dessus. L'année dernière, on a reçu par exemple une startup extraordinaire qui s'appelait Hematoplus, qui a gagné le prix donc, de l'IA. Hematoplus est une startup qui nous vient du Bénin et qui travaille sur les problématiques de sang. Et ça, c'est incroyable parce que quand ils ont démarré avec nous, personne ne les connaissait. Et aujourd'hui, c'est une des startups les plus recherchées d'Afrique. Et le Covid lui a donné cette visibilité extraordinaire après Africa. Donc, c'est un peu le rôle qu'on s'est donné. Donc, c'est pour ça que je dirais que ce qui caractérise vraiment l'écosystème africain actuellement, c'est cette entraide, cette coopération au travers d'associations, de start-up. C'est des individualités qui sont issues de la diaspora. Il existe véritable échange qui est nourri par ces hackathons, par ces forums, par ces réseaux sociaux. Et comme la tech africaine s'est appuyée sur ces start-up à l'innovation frugale, sur la créativité, le système D, je pense sincèrement qu'il en sera de même pour l'IA en Afrique. C'est pour ça que je suis très optimiste tout en étant réaliste. Je pense qu'on n'a pas de grands groupes comme les États-Unis qui sont susceptibles d'être de locomotives pour l'Afrique. Donc, on n'a pas non plus des États comme la Chine ou les États asiatiques ou les grands États ou les États européens qui sont susceptibles d'impulser une stratégie. Non, on a ce qu'on appelle en Afrique l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est un terme qui nous vient d'Afrique du Sud et qui incarne ce sentiment d'appartenance, d'unicité de la communauté. Et on le sent très, très bien au sein de l'IA. Et ce terme, c'est « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Et ça, c'est très important. Et c'est ça que j'ai ressenti en recevant les startups donc à Africa. Et on a reçu à peu près, l'année dernière, il y avait 600 startups. Sur les 600 startups, il devait bien avoir une quarantaine qui déjà commençaient à travailler sur l'IA. Donc, la particularité de ces startups, c'est qu'elles travaillent beaucoup sur les problématiques qui sont liées aux besoins de l'Afrique actuelle. On part des besoins et on développe des projets. Ce n'est pas comme en Europe ou en Occident où on part d'une idée et on développe une startup. En Afrique, c'est le contraire. On part d'un besoin qu'on a identifié et on crée une startup par la suite. Et ça, les startups sur l'IA que l'on a, elles sont souvent sur la santé, sur l'agriculture, sur l'environnement, sur l'éducation, sur les fintech. Donc, et l'intelligence artificielle s'applique sur ces startups. Et on peut donner quelques exemples. Par exemple, en Tunisie, on a une startup que je connais bien puisque j'ai accompagné qui s'appelle DigiConstat. C'est un jeune qui a développé une startup dans l'assurance automobile où, quand vous avez un accident, un constat, donc, il est souvent, on fait un constat d'une manière traditionnelle. On peut, sur l'application mobile, on explique le type d'accident, le lieu comme un constat normal, mais de manière numérique. Mais là où il va plus loin, c'est qu'il a créé une base de données de plus de 45 000 images d'accidents suivant différents modèles automobiles et il est capable de déterminer très rapidement pour l'assureur qui va recevoir le constat quel va être approximativement le coût de la réparation. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et il est en train de travailler actuellement sur la problématique de l'accidentalité, le problème des accidents sur une même route. C'est-à-dire qu'il est capable, avec l'intelligence artificielle, de déterminer le nombre d'accidents à l'heure sur une route précise dans le temps. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est le type de start-up. Je parlais tout à l'heure de Nova Robotics sur la partie robotique. On a pas mal de startups qui travaillent dans le domaine comme e-farming, SmartFart en Tunisie. On a aussi une startup au Maroc qui est assez intéressante et qui commence vraiment à faire parler d'elle. Elle s'appelle Altan Space et Altan Space utilise l'intelligence artificielle dans le guidage des drones. Et donc, ça lui permet aussi, grâce au guidage des drones, de déterminer les problématiques liées, vous savez, hélas,
à tous ces jeunes qui partent de l'Afrique pour pouvoir s'émigrer sur des bateaux, mais aussi ça permet de contrôler les frontières sur les problèmes de pêche, notamment à des pays comme la Mauritanie ou comme le Sénégal. On a des startups qui travaillent sur la fintech, comme Semoa Group, qui utilisent la fintech et l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus loin. Donc, on a énormément de startups dans le secteur de l'agriculture. On a une startup ivoirienne qui est intéressante, qui s'appelle Cookie Labs, qui arrive avec des drones à déterminer donc quel est le degré de problème d'une plante, si la culture est bonne ou pas, s'il y a une problématique sur l'arbre. On arrive à le déterminer et on crée une base de données avec ça. Et vous avez d'autres startups, toujours dans l'agriculture, qui ont mis en place une base d'images des plantes africaines. Et on arrive aujourd'hui à déterminer, la personne peut appeler ou peut envoyer par son smartphone donc, une photo d'une plante malade et donc à l'autre bout du col, on est capable de dire tiens, cette plante a tel et tel problème. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait sous la manière de l'intelligence artificielle. Donc, voilà ce qui explique un peu que le développement de l'IA et des technologies en Afrique, ce qu'on peut faire, c'est grâce à cette innovation frugale, c'est-à-dire qu'on part de nos propres besoins. Pourquoi? Parce que l'IA, elle se développe énormément auprès des startups. Elle se développe pourquoi? Elle se développe parce que l'innovation frugale et l'intelligence artificielle en Afrique a un faible coût. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire de l'intelligence artificielle en Afrique. Les moyens ne sont pas sophistiqués. On a besoin de connaissances en mathématiques et ce sont des applications qui sont assez simples. Donc, on n'a pas besoin de centaines d'euros ou de milliers d'euros comme ici. Donc, les applications africaines, elles sont simples, elles vont à l'essentiel, c'est du système D. Et ce qui a fait exploser le nombre de créations de startups en Afrique, c'est bien sûr, ce qu'expliquait un peu tout à l'heure Didier, c'est l'accès au cloud. L'accès au cloud aujourd'hui a été un accélérateur et ça permet d'innover sur des applications simples avec des applications nouvelles. Mais le problème que l'on constate, c'est que pour développer réellement tous ces nouveaux concepts, cela nécessite aussi des technologies de pointe. On ne peut pas rester en Afrique à travailler uniquement sur des applications basiques. Et on s'aperçoit que là, donc pour travailler sur les technologies de pointe, et c'est ce qu'expliquait Didier tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de faire de la recherche et du développement. On a besoin des financements. On a besoin de formation de qualité. Et hélas, ce n'est pas disponible partout. C'est pour ça que la plupart, et parfois les meilleurs éléments, s'expatrient et vont étudier à l'étranger, où ils sont, c'est quand même beaucoup plus facile de recruter. Et ce qui fait que les meilleures ressources du continent partent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, sur le pôle de Montréal, qui est très connu, énormément d'Africains qui sont les grands spécialistes de l'IA. Et ça, c'est un peu dommageable. Donc, si vous voulez, c'est pourquoi je pense que, et ça on le voit, c'est que les associations aujourd'hui, toutes ces startups, toute cette communauté africaine de développeurs se bat pour créer une véritable IA africaine, une IA qui réponde aux besoins des Africains qui leur ressemblent et qui tient compte de l'impact environnemental et social. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA est énergivore et elle contribue au réchauffement climatique, qu'on le veuille ou pas. Donc, les premières victimes sont les pays les plus pauvres. Les pays les plus pauvres, en général, c'est les pays africains. Donc, c'est en cela que réside une première discrimination à cette ressource et à cette course aux données. Ensuite, on a aussi une problématique qu'on avait soulevée précédemment, c'est la problématique de l'éthique et de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus questionnée actuellement en Afrique. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une stratégie panafricaine. C'est un ensemble d'objectifs ambitieux pour que l'éducation, la formation, la recherche, le développement, l'industrialisation de l'IA, elle se fasse avec les gouvernements. Et cette prise de conscience se fait aujourd'hui à travers un groupe de travail au sein de l'Union africaine, mais aussi au sein de l'Alliance Smart Africa, qui regroupe une trentaine de pays et qui a aujourd'hui un objectif d'identifier les problématiques de réglementation, les problématiques d'infrastructure, de gouvernance, pour pouvoir proposer les meilleures solutions. Et la culture dans tout ça. La culture, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure un peu notre ami Octavio. Si elle n'est pas
explicitée, si elle n'est pas mise en valeur au niveau international, comment puisse-elle être mise au niveau africain? On sait que la culture est un vecteur de développement. Et la plupart des recherches et des startups, comme vous l'expliquez, se sont focalisées sur la santé et l'agriculture. Mais on peut quand même réfléchir sur cette problématique-là. Et on voit aujourd'hui en Afrique, c'est que les jeunes utilisent à peu près, sont sur 2-3 heures par jour sur Internet à naviguer sur Facebook, à naviguer sur YouTube, vraiment sur des applications étrangères. Ce qui fait que l'IA a déjà, mine de rien, des répercussions en Afrique. Et elles sont des répercussions non négligeables parce que les éditeurs numériques, aujourd'hui, savent exactement, quand je pense à Facebook, savent exactement quelles sont les habitudes de navigation des Africains, ce qu'ils utilisent, et les données sont stockées à l'étranger, en dehors de l'Afrique. Et ça, c'est aussi une problématique, c'est la problématique des données de la souveraineté nationale, de la souveraineté numérique africaine. Donc, l'IA, elle crée un nouveau cadre dans lequel les plateformes exercent une influence excessive. Et je réfléchissais dernièrement avec des amis sur ce qui se passe actuellement au niveau de la musique. On voit énormément aujourd'hui apparaître des applications qui sont capables, avec l'intelligence artificielle, de créer de nouvelles compositions. Et rien ne nous empêchera demain, puisque la musique africaine aujourd'hui connaît un engouement incroyable aujourd'hui, et on l'a vu avec Jérusalem, mais il y a d'autres acteurs, la culture urbaine, la culture africaine est très très importante au niveau musical. Rien n'empêchera demain une plateforme de créer de la musique africaine avec une IA, et on ne sait jamais, de pouvoir piocher dans l'inspiration de Manu Dibango ou le mythique Fela, et demain on peut avoir des flux musicaux africains, par exemple sur DataBoots, qui est une plateforme qui publie déjà des flux musicaux créés par une IA en jazz. Demain, une IA capable de publier de la musique africaine, tout est possible. Et je voudrais terminer parce que je ne veux pas faire croire qu'on ne travaille pas sur la culture en Afrique. Et avec le DigiArt Living Lab, on a essayé, avec nos propres moyens, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a essayé de travailler. Et on a travaillé avec une start-up tunisienne qui s'appelle eCompass pendant le Covid. Elle a créé un chatbot. Donc, c'est une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est langage, donc les problématiques de langage. Elle est capable de travailler sur les problèmes de dialecte, ainsi de suite. Et pour rendre un peu, parce que pendant le Covid, ça a été quelque chose qui était très, très difficile pour tout le monde, on a créé autour de ce chatbot un personnage en 3D, en réalité virtuelle, qui suit le questionnement, donc les questions qui sont posées, et suivant les questions et suivant l'intensité de la question ou la problématique de la question, ce personnage qu'on a créé dans le Living Lab donc, va avoir un comportement émotionnel par rapport à la question. Nous avons également développé une application dédiée à l'addiction aux jeux vidéo. Donc, aujourd'hui, on s'est aperçu, et vous le savez tous, qu'en Afrique, donc, le jeu vidéo est très, très important. Et je fais une aparté par rapport à la donnée. Aujourd'hui, on a à peu près 500 millions de joueurs qui jouent sur le game mobile gaming, sur mobile gaming. 500 millions de joueurs. Vous imaginez les datas, qui récupèrent ces datas? Ce sont les opérateurs télécoms, comme MTN, comme Orange. Donc, vous voyez, ça aussi, 500 millions de joueurs en Afrique. Et donc, nous, on s'est aperçu qu'il y avait une addiction. Et on a travaillé avec l'hôpital militaire de Tunis et de psychologues. Et à partir d'un jeu vidéo que nous avons créé, que nous avons mis en place, on collecte des données issues sur la réaction des jeunes. Et donc, suivant le comportement des jeunes, qui sont ensuite analysés par les experts, on va déterminer le degré de l'addiction des jeunes. Nous sommes en pleine phase de développement et je pense que cette start-up va sortir très bientôt. Parallèlement à ça, on travaille également sur une application en intelligence artificielle avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour la compréhension et le dépistage des réactions de jeunes autistes. Et là, avec les autistes, on travaille sur les autistes Asperger. Et nous avons créé un prototype qui est issu de l'environnement de l'enfant. Vous savez, l'enfant, en général, quand il est autiste, il a des objets, il a des images qui lui tiennent à cœur.
Et donc, on a créé une base de données avec toutes ces images qu'on a transposées sur une application. Et ce qui permet, par exemple, quand l'enfant a des réactions ou des sautes d'humeur, de pouvoir déterminer très, très rapidement quel est l'objet qui correspond à l'enfant pour le calmer. Et donc, cette application, c'est une application mobile qui permet d'alerter les parents, mais aussi l'entourage et les médecins traitants. Et donc, on avance bien sur cette phase de test. Et dans le tourisme culturel, on est en train de mettre en place une application, toujours où on utilise l'IA et la VR, avec l'objectif de collecter le maximum de données sur des parcours d'un visiteur d'un site historique archéologique. Et en l'occurrence, on travaille sur le site de Néapolis Annabelle. Donc, on équipe une personne de différents capteurs, des capteurs sensoriels, des capteurs de mouvement, des capteurs cardiaques. Et l'idée est de comprendre et d'étudier le comportement face à des monuments, des paysages, et ainsi on améliore le cadre de la visite. Donc, c'est savoir ce qui intéresse le plus le visiteur. Et donc, on va essayer d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et non, on utilise l'IA pour collecter donc, cette information et on utilise aussi la VR. Pourquoi? Parce que quand vous avez un site qui est en ruine, nous, on le reproduit en réalité virtuelle et à travers l'émotion qui est suscitée, donc on fait revivre ce site et l'émotion, on analyse l'émotion suscitée par cette exposition. Et donc, toujours dans le tourisme culturel, pour terminer, on travaille aujourd'hui avec des experts en matériaux. Ce sont des experts en matériaux et l'idée qu'on développe au sein du Living Lab, parce que dans un Living Lab, on est plus sur l'innovation, sur la recherche, sur l'expérimentation, l'idée c'est de collecter le maximum de données sur la construction des sites antiques, mais aussi des constructions qui sont beaucoup plus anciennes, donc avec les modes de fabrication, les outils pour comprendre l'évolution du bâtiment et les choix des matériaux à travers le temps. Donc, ce qui nous permet de développer par la suite des modèles en 3D, en VR, pour mettre en valeur les habitations les plus caractéristiques d'une époque donnée, sur un territoire donné. Et cela nous éclaire sur la conception et l'adaptabilité au climat et à l'environnement suivant les époques et le territoire. Et ça, c'est très important. Et pour mon ami Diadier, je vais terminer par un projet qui nous intéresse, sur lequel on travaille en ce moment. On est en la phase et on pourra travailler ensemble si tu le souhaites. Un de mes projets qui nous tient vraiment à cœur, c'est comment enseigner à une IA une langue, un dialecte qui est menacé de disparition. Et notre idée, c'est de se servir de cette bonne pratique pour promouvoir à travers la diversité culturelle, à travers cela. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est agir sur des langues ou des dialectes qui sont susceptibles de disparaître. Et donc, avec une IA, on va les remettre au jour. Et notre idée, c'est de créer des dessins animés avec ce langage de l'IA pour pouvoir faire revivre et enrichir donc, ces langues qui risquent de disparaître. Voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé si j'ai été long, ma chère Flora. Et je vais passer la parole à Ewa. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci Mohamed. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à Monsieur Clairbois, Octavio, Flora. Je vais partager une présentation que j'ai préparée, si Flora me le permet. Alors, est-ce que j'ai l'option? Non. Oui. Parfait. Vous voyez tous mon écran. Super, merci Flora. Donc, je m'appelle Awa, je suis présidente et fondatrice de Dido. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter nos différents services et brosser l'aspect intelligence artificielle qui est un aspect plus qu'important pour un service comme le nôtre. Dido est une entreprise basée en France avec une première filiale au Sénégal. Donc, on opère 3 différents services. Donc, un service de streaming musical qui s'appelle Dido, un studio d'enregistrement basé au Sénégal qui s'appelle Dido Dakar Studio, un service de distribution en ligne qui s'adresse aux artistes. Et tout récemment, on a lancé un label donc, pour la production et le management d'artistes. Donc sur notre première activité, qui est donc l'application de streaming musical, elle est disponible sur les stores iOS et Android.
On est parti d'un constat très simple, en fait, que des genres de musique comme le soukous étaient très peu mis en avant, souffraient d'accessibilité, de visibilité, notamment en Europe. Moi, une fois que le bac obtenu au Sénégal, j'ai poursuivi mes études, une partie aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis basée en France. Et il est vrai que, voilà, quand je demandais à certaines personnes de mon entourage ce qu'étaient certains genres de musique comme le coupé décalé et le malard, c'était voilà, des notions qui leur échappaient complètement. Et donc, partie de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en fait sur la visibilité du contenu produit en Afrique. Si je vous donne un exemple très concret, sur des artistes qui remplissent des stades, au Sénégal notamment, comme Dip Doundou Sissi ou un autre, Wally Seck, ils font des millions de vues sur YouTube et leur notoriété en fait n'est pas du tout reflétée sur les plateformes de streaming généralistes telles que nous les connaissons en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, chaque zone géographique a ses spécificités culturelles. Des plateformes comme Apple Music, Spotify, Deezer adressent d'abord leur marché de prédilection qui est l'Occident. En Amérique latine, c'est Claro Musica qui est plutôt premier. Vous avez Angami au Moyen-Orient. Et donc en Afrique, il y a encore aujourd'hui, parce que le projet Dido date de 2014, donc ça commence à faire un petit moment, mais c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, en 2020, à l'aube de 2021, il y a encore un manque sur le continent africain d'une plateforme qui répond et qui est culturellement adaptée aux usages de consommation locaux, en fait, tout simplement. Donc, on s'est positionné sur ce marché-là. Moi, pendant justement mes études et mon évolution en dehors de l'Afrique, le week-end, lorsque je recevais des amis, j'essayais d'écouter des musiques que j'écoutais quand j'étais plus jeune et j'avais beaucoup de mal à retrouver à ma base musicale, c'est-à-dire des morceaux musicaux qui ont bercé mon enfance. Donc voilà, de bout en bout, on s'est dit, écoute, il faudrait qu'on crée quelque chose qui nous ressemble, qui est adapté aux usages, avec mes cofondateurs, qui sont Benoît, qui est ingénieur en informatique, et Nicolas, qui est aussi un artiste, dont son nom d'artiste est Nix, il est rappeur sénégalais, et nous avons lancé cette plateforme Dido. La proposition de valeur en fait de notre produit, c'est vraiment d'adresser le marché sur sa base culturelle, c'est-à-dire une application qui est très rapide, qui est native, intuitive, très colorée, facile d'utilisation et avec un catalogue qui, dès la page d'accueil, vous plonge en Afrique. Nous avons intégré des moyens de paiement locaux. Donc aujourd'hui sur Dido, vous avez un accès gratuit, mais vous avez aussi la possibilité de vous abonner en premium, en payant par carte bancaire, certes, mais surtout avec du mobile money. Donc, on a intégré tous les paiements mobiles avec Orange, Free au Sénégal, MTN en Côte d'Ivoire et sur d'autres territoires sur lesquels notre service est disponible. Donc, ce que nous proposons vraiment dans cette application-là, c'est une mise en avant du contenu africain et la découverte. Le potentiel marché, en fait, pour vraiment comprendre l'ampleur du besoin, c'est qu'aujourd'hui, sur les territoires que nous adressons, on essaie vraiment de déployer sur 27 pays dans une première phase. On est sur un potentiel de 400 millions d'individus en usage gratuit. Et on estime à peu près 50 millions d'utilisateurs qui sont prêts à payer pour un service comme le nôtre, donc en Afrique et au sein de la diaspora. Notre business model est très simple, on est vraiment sur un modèle freemium avec un accès gratuit qui va être supporté par de la publicité et puis des modèles de souscription payante à 2 € la semaine et 6 € le mois. On a rajouté un accès à la demande pour toujours dans un but d'adaptation en fait pour que l'utilisateur puisse s'abonner un mois et repasser gratuit, puis revenir plus tard et retrouver ses accès tels qu'il les avait lorsqu'il était utilisateur premium. Donc Dido, aujourd'hui, on est vraiment sur un positionnement où vous rentrez en Afrique, vous découvrez le contenu, des playlists donc, qui sont aujourd'hui faites manuellement par nous-mêmes. Donc moi, j'édite des playlists avec nos différentes équipes. Vous pouvez rechercher, donc si vous voulez savoir ce qui se fait au Cameroun, vous cliquez sur le drapeau du Cameroun et vous aurez une playlist toute prête avec ce contenu-là. Vous pouvez explorer par genre. On a une rubrique aussi qui permet de mettre en avant des artistes aujourd'hui qui ne sont malheureusement plus parmi nous, donc qui sont décédés, mais dont le patrimoine, en tout cas, on souhaite faire subsister
ce qu'ils ont eu à faire pour l'industrie musicale et culturelle africaine. Je pense à Yandé Hussein, je pense à Didier Arafat, à Papa Wemba, et nous avons aussi par ailleurs traduit l'application en langue poulard, qui est une langue parlée par plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Donc là où l'intelligence artificielle est primordiale pour nous aujourd'hui, donc c'est un outil qu'on utilise déjà de base pour, par exemple, toute la partie classement des tops, les albums ou les morceaux les plus écoutés, mais on est vraiment dans un usage un peu basique. Notre souhait demain, c'est vraiment de pouvoir intégrer cette technologie-là, notamment pour la partie traduction, parce qu'on est allé jusqu'à traduire l'application en poulard, mais c'est clairement pas suffisant. Comme le disait Dié tout à l'heure, on a le Wolof au Sénégal, le Sérère. Sur nos autres territoires, donc il y a des langues locales qui sont parlées par une grande partie de la population et qui aujourd'hui ne sont absolument pas adressées en fait. Donc l'intelligence artificielle nous permettrait, ou nous espérons qu'il nous permettra en tout cas, de pouvoir proposer ces traductions-là de manière un peu plus rapide, plus automatisée et plus performante. Juste pour vous donner un peu l'historique de notre traduction poulard, on est allé voir des professeurs au Sénégal qui maîtrisent cette langue-là, qui écrivent de la documentation pour être sûr qu'on est sur de la traduction qui reflète ce qu'on propose dans l'application. Nous avons aussi sur Dido une rubrique qui s'appelle One Song, One Soul. C'est un aspect social qu'on a tenu à intégrer aussi, dans le sens où on reverse 5% des abonnements payants à des associations avec lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, nous sommes partenaires de 3 associations qui sont Tostan, Speak Up Africa et Djangi Onlus, et qui œuvrent sur des sujets comme l'éducation, la santé, les femmes, etc. Et nos utilisateurs peuvent suivre directement depuis leur interface de l'application les indicateurs d'impact de ce qui a été fait grâce à leur souscription sur le terrain. Donc Dido aujourd'hui est disponible dans 8 pays, donc 6 pays en Afrique, la France et le Royaume-Uni. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un calendrier de déploiement sur 27 pays au total sur une première phase. Et donc voilà, notre souhait en tout cas, c'est vraiment de rentrer dans une phase où l'intelligence artificielle pourrait nous permettre d'adresser notamment les personnes qui n'ont pas la capacité de lire ce qui est écrit dans l'application. Nous savons qu'en Afrique, il y a un taux d'analphabétisation qui est plutôt élevé, de pouvoir avoir de la reconnaissance vocale, ne serait-ce que pour le sign-up, le login, s'inscrire sur l'application, faire des recherches. Donc, on a vraiment des possibilités qui sont infinies avec cet outil et je pense que c'est important qu'on puisse commencer à y réfléchir dès maintenant pour permettre à un service comme le nôtre et aux autres de pénétrer ce marché-là et d'apporter la culture à des populations qui n'y ont peut-être pas accès. Notre deuxième service dont je parlais tout à l'heure est le studio d'enregistrement, Dido Dakar Studio. Donc c'est le hub créatif en fait de l'application de streaming. Ça nous permet d'avoir un pied, on va dire, sur le terrain au Sénégal, mais aussi en adressant toute la sous-région. Et d'avoir une proximité avec les acteurs culturels, les artistes, de pouvoir les accueillir, de pouvoir leur offrir des services d'enregistrement, de mixage, de mastering. On effectue aussi pas mal de masterclass. On a fait 2 sur cette année avec le soutien de l'Institut français et du Fonds des cultures urbaines à Dakar, qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner les acteurs locaux culturels sur une professionnalisation, donc leur expliquer ce que c'est que ces outils, ce que c'est que le streaming, ce que c'est que la distribution, et de pouvoir vraiment construire un écosystème et une industrie un peu plus solide que ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le point enregistrement du studio, l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est vraiment primordial pour la production. Dié le disait tout à l'heure et ça m'a fait sourire parce qu'on est vraiment confronté à cette problématique-là de la qualité en fait des productions. Aujourd'hui, une production africaine et parfois même européenne est parfois impossible à monétiser en Amérique, par exemple, parce qu'ils ont des codes et des contraintes techniques qui ne sont pas accessibles, en tout cas en Afrique. Donc c'est vraiment un sujet très important pour pouvoir atteindre une qualité de son et de production à la hauteur du niveau international, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Notre service de distribution, donc c'est un service de distribution qui est accessible en ligne, qui est destiné aux artistes, parce qu'on est aussi parti d'un constat que
les artistes indépendants qui ne sont pas signés en maison de disques ou en label n'avaient pas de moyens de se retrouver sur les plateformes de streaming et de monétiser leurs œuvres, ne serait-ce que de proposer leur contenu musical au public. Pourquoi? Parce que les plateformes de distribution existantes toujours adressent l'Europe et ne proposent que des accès payants par carte bancaire. Donc on revient à la même problématique, c'est-à-dire le moyen de paiement. Donc Dido Distribution aujourd'hui permet à un artiste en Afrique de s'inscrire, de payer son abonnement par mobile money, de cash out, donc de se faire rémunérer aussi par mobile money et d'avoir son contenu disponible sur l'ensemble des plateformes de streaming, donc Dido certes, mais aussi Deezer, Spotify, Apple Music. Nous distribuons sur toutes les plateformes de streaming existantes. C'est vraiment un outil qui est indispensable aujourd'hui à l'émergence d'artistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les artistes sont très, très, très prolifiques. Hein. Il y a du bon contenu. Il manque vraiment de la structuration et des outils. Sur Dido Distribution, ce service a été lancé début mars 2020. On a déjà plus de 2000 artistes qui sont inscrits. Donc, ils attendent voilà, cet outil, en tout cas, leur permet aujourd'hui de proposer leur contenu et leurs projets musicaux au public. Et enfin, notre tout nouveau projet, on va dire, Dido Records, c'est un label de musique qui permet voilà, de signer des artistes et de les accompagner aussi bien au niveau de la production, du management. Donc là, on est vraiment voilà, sur une structure un peu plus complète de la découverte de l'artiste à la sortie de ces projets et un accompagnement, on va dire, voilà, du début jusqu'à la mise sur le marché de son produit. Et on prépare justement une sortie au mois de décembre avec un partenariat avec Universal Music et Def Jam qu'on a annoncé récemment sur les réseaux sociaux. Donc pour finir, le thème de l'intelligence artificielle est, je pense, primordial, en tout cas pour pouvoir à porter la culture africaine encore plus loin et surtout de pouvoir proposer un accès beaucoup plus proche des différentes populations, donc avec voilà, du langage, des accessibilités on va dire, la reconnaissance vocale. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et j'ai trouvé l'intervention de Dié et de Mohamed assez intéressante et donne de l'espoir pour les années à venir. Voilà. Je vous remercie et je reste ouverte à vos questions. Merci beaucoup Awa Girard et merci à tous les intervenants, intervenantes d'aujourd'hui. On va passer aux questions-réponses. On va le faire un peu rapidement puisqu'il ne nous reste pas énormément de temps. Je vous demanderai d'être un peu succinct dans vos réponses. Moi, je vais faire un gros bloc avec les premières questions qu'on a reçues. D'abord, il y a une demande de recevoir vos contacts, de partager vos emails. Évidemment, je ne me suis pas permise de le faire, mais je vous invite, j'invite les conférenciers à répondre de manière peut-être éventuellement individuelle dans le chat si vous souhaitez partager vos emails, notamment avec Belkacem Fergani et Lynn Beauchamp. Voilà. Je vais reprendre d'abord peut-être la question de Joël Broquet du partenariat eurafricain qui nous disait que ces partenaires, que sont les bibliothèques universitaires de Toamasina, Université de la Corne, Somaliland, Addis Abeba, Beyrouth, Yaoundé, veulent de plus en plus basculer vers le numérique. Et la question qu'il se pose, c'est, tiens, est-ce que les recherches dont on a parlé aujourd'hui et qui concernent les outils d'intelligence artificielle peuvent venir en soutien à une forme de numérisation de ces livres? Alors, j'ai l'impression que Dié a déjà répondu en partie à la question, notamment en donnant des exemples de ce qui pouvait se faire du passage de l'oralité au conte. Mais voilà, peut-être qu'il y a éventuellement un complément d'information que certains voudraient ajouter. Et puis, j'en profite pour prendre une question de Lynn Beauchamp qui nous demande quel est le nom exact de la fondation qui publie les bilans sur le développement de l'IA par pays. Je pense que ça a été dit dans les interventions, mais peut-être que ce serait important de le redire et peut-être de l'inscrire alors dans le chat. Voilà. Qui voudrait prendre la parole
en premier lieu. Si tu permets, Flora, j'ai mis le nom de la fondation j'ai répondu à la question, donc il est dans le chat, donc ça a été fait. Super, merci beaucoup. Et c'est encore mieux que ce soit à l'écrit, comme ça c'est Comme directement, ça, c'est là. fait. Parfait. Et pour répondre à la numérisation, effectivement, il y a des projets, il y a des programmes qui sont menés actuellement en Afrique, notamment par la coopération italienne sur la numérisation des ouvrages et sur la numérisation des œuvres audiovisuelles. Donc, c'est l'agence italienne de coopération qui est en train de mener ces actions. Au niveau européen, il y avait un programme qui était sur la Méditerranée, qui s'appelait ManuMed, qui englobait donc les pays d'Afrique du Nord et qui normalement devrait aussi aller, je ne sais pas si le budget a été voté, mais aller aussi sur l'Afrique. Merci pour la réponse. Est-ce que Dié ou Awa, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Je pense que Mohamed a tout dit par rapport à cette question. Alors, je vais poursuivre avec une question qu'on avait sous la main et qui est évidemment une question très large et qui ne va pas être facile de répondre aussi rapidement. Mais enfin, quand même, quelles seraient, d'après vous, les mesures et les politiques qui pourraient être mises en place dans certains pays du Sud pour renforcer justement cet écosystème au niveau local? On l'a beaucoup entendu ce soir. Les initiatives ont besoin d'être soutenues. Alors, quelles seraient les mesures ou les recommandations que vous souhaiteriez formuler en complément de ce qui a été dit? Si personne ne s'exprime, je vais m'exprimer. Moi, je pense que les actions qui sont très importantes à mener, c'est que on sait que l'Afrique, il va y avoir énormément de jeunes, des milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché très, très, très prochainement. Je pense que l'éducation de l'IA, elle doit se faire dès le plus jeune âge. On doit commencer donc à travailler sur le numérique et l'IA parce qu'il va y avoir à peu près dans ces 10 prochaines années 200 millions de jeunes qui vont arriver qu'on doit éduquer. Donc, le numérique, on va passer par là. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, dans les universités, l'intelligence artificielle, comme on le voit, est cruciale, elle doit être développée. Mais il y a une initiative qui peut être très, très importante aussi, et on le voit parce que je vois ce que fait Dia, j'ai écouté ce que faisait Awa, c'est savoir ce que nous faisons les uns et les autres. Et ça, c'est très, très important, c'est le cadre de la coopération Sud-Sud. Et nous, au sein du Living Lab, on a mis en place des projets. Et je travaille aujourd'hui avec une dizaine de pays sur des problématiques liées à la 3D, liées donc aux problématiques de réalité virtuelle. Et on va mettre très prochainement donc la problématique de l'IA et les industries créatives à l'ordre du jour. Mais le problème, c'est toujours un problème de financement parce que courir après les subventions ou financer par soi-même ce type de projet, ça devient très, très, très complexe. Et le nerf de la guerre, en Afrique, et tout le monde le sait, c'est le financement de projets. Alors justement, ça me donne envie de rebondir tout de suite sur une question de Saleh Dagash Ousmane qui nous a posé cette question lors du précédent webinaire. On n'avait pas eu le temps de revenir dessus et je pense qu'elle a toute son importance aujourd'hui. Il est étudiant et chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et il se posait justement cette question des risques, à contrario, de chômage lié à l'intelligence artificielle pour les jeunes issus des pays en voie de développement, nous disait-il, où le chômage justement est largement implanté. Et puis voilà, quels seraient du coup les mécanismes pour éviter ça? Vous parliez d'éducation, mais voilà, quels seraient ces risques? Alors, je vais peut-être répondre également. La chance et le malheur de l'Afrique, c'est sa jeunesse. La plus belle et la plus grande richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. On sait très bien aujourd'hui qu'il va manquer des millions, et je parle bien de millions d'informaticiens dans les prochaines années, parce que beaucoup de gens vont partir à la retraite en Occident, je veux dire que ce soit aux États-Unis, en Europe, il va manquer énormément de talents numériques. Où se trouveront les talents demain?
ça sera en Afrique. Mais ces talents-là, il va falloir les former, il va falloir les éduquer. Parce que la jeunesse africaine de demain, c'est celle qui va, à mon avis, et j'en suis pratiquement persuadé, c'est celle qui va répondre aux demandes de pratiquement tous les grands groupes occidentaux. Et on le voit déjà avec les programmes qui sont initiés par la Commission européenne. On est en train de former énormément de jeunes, et puis on parle du Sénégal, il y a des jeunes sénégalais qui sont formés aujourd'hui sur des financements européens pour pouvoir travailler avec les grands groupes européens. Et ça touche également la Belgique, parce qu'on sait que la Belgique, puisque nous sommes hôtes donc, de la délégation wallonne, on sait qu'aujourd'hui, il manque 50 000 informaticiens annuellement en Belgique. Donc, oui, c'est peut-être un problème, il y a des emplois qui vont disparaître, mais il y a des perspectives très prochainement avec les talents africains qu'il faudra former et éduquer. Et Dié, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste pour compléter ce que Mohamed vient de dire par rapport à la formation. Effectivement, il faudra former, ça, on n'en doute pas, mais je pense qu'il faudra former d'une autre manière aussi, c'est-à-dire que faire en sorte que la formation qu'on va donner à ces jeunes soit complémentaire à ce que la machine pourra faire. Et ça, c'est important de le souligner, c'est-à-dire peut-être axer l'éducation sur plus de créativité, sur plus des concepts d'adaptabilité, de compréhension, voilà, des concepts qui vont être complémentaires à ce que la machine va faire. Aujourd'hui, former les jeunes sur des éléments qu'on peut automatiser, clairement, on aura des problèmes plus tard. Donc, vraiment, ma réponse est axée vraiment sur cette façon qu'on aura de redéfinir l'éducation de manière globale, même pas qu'en Afrique, mais sur toute la planète. Et par rapport à la première question, donc quant aux recommandations, je pense qu'en gros, dans l'IA, il y a 3 bases. Il y a le capital humain, qu'il est essentiel de former, et il y a la partie juridique et éthique, qu'est-ce qu'on fait, comment on encadre les choses, et je pense qu'il y a la partie infrastructure aussi, c'est-à-dire mettre en place les éléments qu'il faut pour pouvoir faire de l'IA. Aujourd'hui, je pense que la dernière fois, il y avait un webinaire où on parlait des autoroutes qui ont été mises en place en Europe, mais qui sont aujourd'hui utilisées par les GAFA. Donc, en fait, les autoroutes, c'est-à-dire que l'Europe a investi pour pouvoir mettre en place l'infrastructure nécessaire. Et puis, finalement, ce sont les GAFA qui utilisent cette infrastructure pour pouvoir faire de l'IA. Donc, aujourd'hui, en Afrique, nous, on n'a pas encore l'infrastructure nécessaire, donc il faudra investir pour ça. Mais surtout, dire aux acteurs, effectivement, les GAFA sont forts, ils ont des coups d'avance sur nous, mais il est possible de mettre en place des startups qui sont capables d'utiliser ces autoroutes qu'on va mettre en place en Afrique. Et donc, mettre l'accent sur la promotion de ces startups. Parce que de ce qu'on voit aujourd'hui, bon, on parle d'IA, on parle d'algorithmes, mais autant il y a la partie expert, donc mettre en place des algorithmes basés sur des réseaux de neurones, etc. Mais ça a été fait, c'est disponible. Et le résultat, donc les modèles qui sont mis en place sont utilisables par tout le monde. Il faut savoir que c'est accessible maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a cette possibilité de saisir cette opportunité, de mettre en place les autoroutes et puis de faire en sorte que sur ces autoroutes-là, ce soit des startups africaines qui passent sur ces autoroutes-là. Donc, voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Flora? Bien sûr. Moi, je voulais répondre à une problématique qui avait été soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. On sait que c'est quelque chose qui est très, très important en Afrique. Et il s'avère que je suis mentor d'une start-up africaine qui s'appelle SIP Management, qui est une start-up qui est développée par un jeune Camerounais et qui a une idée extraordinaire, c'est-à-dire on part du constat effectivement qu'il y a énormément de piraterie, il y a énormément de problèmes de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Et l'idée, c'est de monétiser et de valoriser. Moi, par exemple, je vois Dia ou je vois Aiwa. Donc, même si Aiwa a déjà levé des fonds, je ne sais pas, mais quelqu'un qui part d'une idée et qui a besoin d'un fonds d'amorçage, l'idée de cette start-up, c'est de valoriser le droit d'auteur, valoriser le dessin ou modèle et de le monétiser et ensuite rentrer dans le capital en échange.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de dessin et modèle, c'est tout le côté industriel. Dans la propriété actuelle, dans les industries créatives, et donc il met en place aujourd'hui une application d'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer le juste prix de l'introduction. C'est-à-dire si quelqu'un va, je ne sais pas, créer un dessin animé, créer quelque chose, donc on va estimer le coût de cette créativité par rapport à l'ensemble des dessins animés qui sont produits au niveau mondial grâce à l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, je tenais à le dire, c'est une start-up francophone camerounaise, même si le jeune actuellement est basé au Cameroun. Et je suis fier d'accompagner cette start-up des industries créatives qui correspond à un besoin très, très, très important au niveau africain, au niveau de l'IA et de la créativité. Awa, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que Mohamed vient de dire au niveau de l'aspect juridique et droit. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un comble énorme à ce niveau-là, c'est-à-dire que sur tout l'aspect culturel, hein, je vais parler que de la musique parce que c'est le sujet sur lequel nous sommes, sur la mise en place des contrats, sur ne serait-ce que la compréhension de ce qu'est un beatmaker, de ce qu'est un compositeur, de ce qu'est un auteur. On a des artistes qui sont confirmés et qui aujourd'hui ne maîtrisent pas ces sujets, sortent des projets qui ne sont pas cadrés juridiquement. Et je pense qu'il y a énormément de choses à mettre en place à ce niveau-là et que l'IA pourrait y aider, en tout cas, à mettre en place, comme Mohamed vient de le dire, voilà, les startups qui se créent, je pense qu'il y en a et il faudrait vraiment trouver une solution pour les booster et qu'elles puissent mettre à disposition ces outils-là. Pour déterminer aujourd'hui les rétributions, les partages sur un projet d'album, par exemple, en Afrique, on se base sur des grilles européennes. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on essaye de mapper et de coller ce qui se fait ailleurs en Afrique, alors que les réalités ne sont absolument pas les mêmes. Donc je pense que c'est des sujets qui sont vraiment très importants et sur lesquels il faudrait absolument qu'on puisse tous, en tout cas acteurs des industries culturelles et créatives, se pencher. On espère que l'IA pourra nous y aider. Oui. Flora, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai la chance aussi d'être mentor d'une très belle start-up sénégalaise qui s'appelle Sunulex. Et Sunulex, c'est une start-up, c'est une legal tech et qui a déjà pratiquement numérisé 70 000 textes juridiques au ADA. Et on travaille actuellement sur une création d'une application d'intelligence artificielle pour pouvoir gérer donc toutes ces informations. Et ce qui est intéressant, c'est comme j'ai expliqué que j'étais aussi mentor de la startup sur les propriétés intellectuelles. Je suis en train de les faire travailler ensemble pour pouvoir répondre à la problématique d'Iowa sur la propriété intellectuelle et le côté juridique. Donc voilà, ce sont des startups francophones qui travaillent sur l'IA. Et c'est sur ce très bel exemple, je pense, que nous allons conclure, si vous le voulez bien. J'ai encore vous dire que le cycle de conférences se poursuit et que la semaine prochaine, nous ferons bien la clôture puisque ce sera le 5e rendez-vous et on le prend dès à présent avec vous. Ça se passera donc le 16 décembre prochain à 16h30 et la thématique sera toujours l'intelligence artificielle, la culture et le développement durable dans l'espace francophone. Vous êtes évidemment plus qu'invités, vous êtes les bienvenus pour continuer les débats et continuer à échanger. Merci à vous toutes et à vous tous pour la qualité des échanges et pour la générosité des propos aussi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup pour ces échanges. Je le lis à l'instant pour des échanges passionnants, je suis d'accord. Merci à vous et à très bientôt.